Christian Bale est-il le plus grand acteur du monde? Le meilleur acteur du monde? C'est comme ça que ce sera écrit dans l'intitulé. Pour répondre à cette question un peu étrange, je pense, pour ceux qui nous écoutent depuis le premier épisode, je suis une nouvelle fois en compagnie d'Étienne. Bonjour Étienne. Salut Hugo. Et très brièvement, le projet de ce genre d'émission, c'est de répondre à cette question, mais sans y répondre tout à fait directement. C'est-à-dire que nous voulons aborder un sujet plus large qui est le jeu d'acteurs et le jeu des acteurs que nous aimons, en prenant comme point d'accroche et d'appui le cas assez controversé de Christian Bale, qui n'est d'ailleurs pas un acteur choisi complètement au hasard, puisque c'est l'un des acteurs, du fait de notre rétrospective sur Christopher Nolan, dont nous avons le plus parlé indirectement sur dans le podcast Bazar. Donc je laisse tout de suite la parole à Étienne pour, s'il veut nous apporter un début de réponse ou nous parler peut-être de son rapport avec Christian Bale et avec son jeu d'acteur pour ouvrir le débat. Alors, c'est une question un peu polémique, en tout cas pas si fréquente, et je suis pas très sûr qu'on l'entende souvent. En tout cas, ce genre d'avis est pas récurrent dans les milieux relatifs au cinéma. Moi, pour être honnête, je sais jamais trop comment aborder Christian Bale. Alors, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il représente quelque chose d'assez fort aujourd'hui. On l'a beaucoup vu ces dernières années, que ce soit au cinéma ou même sur les réseaux. Il a une image très marquée, notamment parce qu'il a incarné Batman, ça c'est sûr, mais aussi avec son rôle dans American Psycho. Patrick Bateman, qui est un personnage qui est très présent dans la pop culture, pourrait-on dire. Mais c'est aussi un bon exemple de ce que l'acteur moderne peut être, une forme de paroxysme hollywoodien. L'acteur de la performance extrême en quelque sorte. Je pense notamment au fait qu'il pousse son corps jusqu'au bout, avec notamment The Machinist où il avait perdu 20 ou 30 kilos je crois, voire plus. Il était quasiment devenu presque anorexique. On a aussi en tête des rôles où il a pris du poids. C'est donc pour moi un acteur qui incarne une sorte d'ascèse du jeu, très rigoureux, obsessionnel, professionnel, investi physiquement. Et c'est un type d'acteur, j'ai l'impression qu'on voit assez peu dans le paysage hollywoodien actuel, ou du moins qui rappelle plutôt des figures comme De Niro ou Brando, je pense, au niveau de l'investissement personnel. Euh, donc oui, pour moi, c'est clairement un des grands acteurs de sa génération. Voilà, c'est peut-être pas le plus grand acteur, comme le titre le laisse sous-entendre. En tout cas, c'est pas à celui-ci que je donnerais ce titre. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, toi. Ouais, bah, bon, le choix de la question, un peu brut de décoffrage, c'est il est motivé par le fait que Christian Bale est souvent critiqué, pour on va dire, sa passivité en tant qu'acteur, heu, ce qui est très paradoxal quand on connaît l'investissement physique qu'il met dans ses rôles, mais enfin c'est possible, ce aurait trait à son jeu et justement, en examinant sa filmographie, ses jeux et surtout la justesse à chaque fois qu'il apparaît dans un film, je m'étais fait cette réflexion avec un ami, Victor, si tu nous écoutes, je lui disais et nous disions: «Ah mais finalement, en fait, il est toujours parfait». Je sais que déjà beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec cette opinion, mais moi j'affirme qu'il est presque toujours parfait en tout cas et ça changeait beaucoup d'un autre grand performance acteur qui est, le performance acteur le plus, je pense, le plus loué par la critique et par les prix depuis quelques années et qui est pour moi un très mauvais acteur, qui est Joaquin Phoenix. Quand je dis très mauvais acteur, encore une fois, c'est pas tant qu'il sait pas jouer que le fait qu'il surjoue en permanence, qu'il mange des rôles, qu'on sent en fait son travail d'acteur pendant le film. Alors que Christian Bale, on peut être renseigné sur son travail d'acteur pendant le film. Je trouve que c'est, on dit souvent un caméléon, c'est quelqu'un qui incarne vraiment un personnage.
Et déjà, c'est une grande force par rapport à beaucoup de performance acteurs qui n'arrivent à incarner qu'eux-mêmes. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est considéré comme un acteur qui sous-joue. On parlera de Plante verte pour lui et pour Ryan Gosling, 2 acteurs, fort différents. Maintenant, évidemment, ce qui m'intéresse chez Christian Bale, c'est plutôt le fait qu'il représente, une école d'acting et pas uniquement dans son jeu, dans la technique de jeu. Pour ceux qui sont intéressés par la technique de jeu, qu'ils aillent lire les livres de Jacques Demange et de Christian Viviani, qui sont très précis sur ce sujet, mais plutôt pour le choix de ses rôles, la manière de s'investir dans ses rôles, le rapport qu'il a avec ses personnages. Il y a une interview un peu connue où on lui demande combien de temps met un personnage à sortir de sa tête, et il répond Do they ever leave? Est-ce qu'ils s'en vont seulement un jour? Et on pourra prétexter que c'est une attitude de poseur, je ne crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bale, c'est l'anti-jeu à l'européenne, même si encore une fois, jeu à l'européenne, ça veut tout et rien dire, mais disons que c'est un acteur, comme tu le disais, typiquement hollywoodien, c'est un héritier de l'acteur studio, c'est un acteur qui a un rapport euh, assez extrémiste à ses rôles, ce qui ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, mais enfin, il a un rapport extrémiste à ses rôles. Et bon, l'idée, c'était vraiment de se demander qui aujourd'hui est en train de construire une carrière d'acteur, une vraie carrière d'acteur. Voilà, De Niro, tu parlais de De Niro, qui est un très très grand acteur. C'est un acteur, bon, il n'est pas has-been, hein, il est encore capable de jouer, on l'a vu dans le dernier Scorsese, mais qui a plus beaucoup de rôles très intéressants. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, franchement, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit à propos de Christian Bale, notamment sur sa manière d'être dans l'effacement, et pas vraiment comme un Ryan Gosling. Ou même pour monter un peu plus loin, on pourrait parler de Alain Delon. Euh, Lui, c'est plutôt quelqu'un qui se met au service d'une idée, d'un personnage en tout cas, et il donne en quelque sorte de la matière à sculpter et à incarner ce personnage. Et c'est pour ça qu'il impose jamais sa propre image. Il est toujours très juste, il a une espèce de... comme un métronome, une espèce de précision de jeu. Euh, Après, voilà, certains disent qu'il prend pas forcément beaucoup de risques, ce qui est relativement juste, même si, voilà, on peut parler de son rôle d'American Psycho. On peut considérer qu'il y a du risque dans le type de personnage qu'il incarne. Euh, Même si voilà, c'est un rôle qui l'exige en soi. Donc, Et pour revenir à ta question sur les acteurs qui construisent aujourd'hui une vraie carrière, c'est vrai que moi, esthétiquement ou même dans le jeu, je suis très attaché à la décennie précédente et au siècle précédent. Donc voilà, je suis plutôt. On a cité De Niro, mais je pense à Al Pacino pour rester dans le même sillage, même si aujourd'hui ces gars-là tournent plus beaucoup. En tout cas, Al Pacino, je crois qu'on l'a plus vu depuis quelques temps. Et dans le paysage actuel, en tout cas à Hollywood, parce que je pense qu'on va majoritairement se concentrer sur le jeu d'acteurs américain et hollywoodien, je citerai quand même des exemples comme Brad Pitt, que j'aime beaucoup, Leonardo DiCaprio, donc c'est pas très original. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est comme je l'ai dit, ce sont des acteurs qui datent d'une génération antérieure. Et dans la nouvelle génération, c'est vrai que j'ai moins de coups de cœur. Bon, il y a bien Adam Driver qui enchaîne beaucoup de rôles, qui a bossé avec quasiment tous les grands réalisateurs de sa génération, aussi bien ceux d'aujourd'hui que ceux d'hier. Mais franchement, c'est une question qui n'est pas évidente. Trouver un acteur aujourd'hui qui pourrait vraiment reprendre le flambeau des époques précédentes, euh, je ne sais pas trop. C'est vraiment, ça a été des époques qui ont été marquées par des monuments de l'acting, vraiment des piliers. Donc c'est pas si simple comme question. Oui, et puis bon, je précise deux choses avant que nous entrions plus en détail dans la discussion des acteurs en général. C'est qu'effectivement, nous avons un parti pris qui nous pousse à parler beaucoup des acteurs anglo-saxons. Alors ça, c'est lié au cinéma que nous apprécions et que nous défendons. Nous ne tenons en aucun cas à dire qu'il n'existe pas de grands acteurs, j'en sais rien, en Iran, en France, en Italie, en Espagne, au Mexique, en Argentine, qu'importe. Même si nous postulons, en tout cas je postule, et tu me diras si tu es d'accord, que en termes de technique de jeu et de savoir-faire, les Américains ont vraiment un vivier qui est beaucoup plus ample,
qui est beaucoup plus sûr, c'est-à-dire qu'on parle pas que d'une performance, mais d'un acteur sur lequel on sait qu'on peut s'appuyer. Voilà, quand aux États-Unis on prenait Robert De Niro dans les années 70, on pouvait le mettre n'importe où et on savait qu'il savait jouer. Et c'était quand même, il y avait une forme d'artisanat de l'acting et des écoles d'acteurs qui produisaient de vrais grands acteurs. Et ça, c'est très très fort. Et le deuxième parti pris, le deuxième biais qu'il faut préciser, c'est que si Christian Bale nous sert d'appui, c'est aussi parce qu'en tant que performance acteur, comme on le dit, c'est un acteur qui suscite du commentaire sur sa performance. C'est un peu difficile de faire une espèce de comparaison et de concours de kékette, qui est le meilleur entre les acteurs de Yasujiro Ozu. Parce que leur jeu ne se prête pas à cet exercice. Mais celui de Christian Bale, oui. Celui de Joaquin Phoenix, celui de Daniel Day-Lewis, celui de Denzel Washington, oui. Et on les voit toujours revenir dans la course aux Oscars ou aux commentaires critiques, aux meilleurs commentaires critiques, à l'encensement. Eh bien, je pense que c'est pas pour rien. Donc je voulais parler de ça d'abord pour que ceux qui nous écoutent soient conscients de nos biais et conscients du fait que nous sommes nous-mêmes conscients des biais qui nous poussent à poser la question de telle manière. Pour en revenir aux acteurs contemporains, pour moi la question se pose. Bien sûr, il y a des acteurs âgés qui sont encore des acteurs en exercice. Pour moi, il était surtout important, comme je l'ai dit, de comment dire, de produire un discours qui permette de limiter ou de s'opposer au discours général sur Christian Bale, qui lui est assez défavorable, en tout cas en France. Euh, tu parlais du fait qu'il s'efface. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ses rôles, justement, c'est l'idée qu'il se retire dans son corps, comme si il s'abîmait dans l'intériorité physique de ses personnages. Petit à petit, le visage se creuse, il s'efface. Il y a quelque chose de très fort dans Batman, où il est un milliardaire en Bruce Wayne très extravagant, qui petit à petit, au fil de la trilogie, devient mutique et habité par des doutes et des fantômes, et qui, pour s'exprimer, se déplace dans un costume entièrement noir, avec une voix trafiquée, en étant très laconique et avec un visage très peu expressif. Et donc ça, c'est presque une métaphore du jeu de Christian Bale, c'est-à-dire s'abîmer dans le corps de ses personnages. C'est pour ça, je pense, qu'il choisit beaucoup de personnages relativement peu bavards ou des personnages de marginaux, souvent de marginaux assez professionnels. C'est étonnant que ce soit pas un acteur fétiche de Michael Mann, parce que je pense à Ford versus Ferrari, je pense donc à Batman, je pense donc à The Pale Prestige. Blue, au Prestige, à The Pale Blue Eye récemment, donc des personnages de professionnels qui sont assez discrets, ou en tout cas assez repliés sur eux-mêmes, qui conservent des secrets, et qui s'expriment énormément via un corps maigre, ou musculeux, ou obèse, dans le cadre de Vice par exemple. Et là, je trouve que on a déjà une des lignes de force de son jeu. Ouais, ça fait, en tout cas, c'est vrai que il fait partie de cette, disons, de cette école d'acteurs qui disparaissent totalement derrière le rôle. C'est quelque chose qui est apparu avec l'acteur studio, ça aussi. Donc, pour rappel, l'acteur studio, c'est, disons, un espèce de laboratoire qui est né aux États-Unis dans les années 50, si je dis pas de bêtises, et qui hérite, disons, de toute une école de mise en scène qui était lancée par Stanislavski, si je dis pas de bêtises, qui lui-même s'est inspiré des textes de Tchekhov pour euh, remettre au goût du jour la direction d'acteur du vieux continent, et elle a été prise par Stella Adler et Lee Strasberg, qui à eux deux ont formé énormément de grands acteurs de la deuxième partie de l'époque hollywoodienne, donc Brando, Pacino, De Niro. Aujourd'hui, on peut voir Phoenix, par exemple Joaquin Phoenix, ou encore une fois Daniel Day-Lewis comme des héritiers de cette espèce de laboratoire d'expérimentation qui aujourd'hui est devenue une vraie école, une vraie institution, et qui se repose, disons, sur une école qui va pousser l'acteur à improviser beaucoup plus qu'habituellement, qui pousse également l'acteur à faire appel à ses propres réminiscences, ses propres souvenirs sensoriels pour s'incarner dans le jeu. Et de fil en aiguille, on remarque d'abord avec Marlon Brando, qui est
un acteur qui va commencer à préparer vraiment ses rôles, à faire de la musculation pour changer de physique, que les acteurs vont de plus en plus faire ça. Par exemple, anciennement, les acteurs étaient beaucoup plus généralistes. Par exemple, tous les acteurs faisaient un peu de natation, ils montaient tous un peu à cheval, euh, ils savaient tous à peu près utiliser un fleuret ou faire de l'escrime s'ils devaient tourner dans un film de KPDP. Et Dans le système hollywoodien, bien sûr. c'est ça, hollywoodien. Et donc avec l'acteur studio, il y a vraiment ce côté où on va essayer d'opérer une transformation extérieure, mais aussi intérieure de l'acteur, pour qu'il puisse s'intégrer le mieux possible à son rôle. Et donc voilà, en ce sens, Christian Bale, c'est vraiment cet aspect-là du coup de l'acteur studio, c'est une espèce d'extrapolation de la méthode qui va pousser l'acteur à se fondre dans le corps du personnage qu'il va jouer. Donc, Bah, en tout cas, ce qui est notable, c'est que tu parlais d'autres descendants de l'acteur studio que seraient Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix. Eh bien, ce qui est très remarquable, c'est que ces deux acteurs-là, en l'occurrence, ont été célébrés pour leur jeu, ont été récompensés par des Oscars. Daniel Day-Lewis, c'est l'acteur qui a eu le plus d'Oscars. C'est pas le cas de Christian Bale. Donc, est-ce que c'est que Christian Bale est moins bon dans le registre que ces acteurs pratiques, qui est le registre de la performance acting, de l'acteur studio, ou est-ce que c'est que Christian Bale finalement est un peu marginal par rapport à cela, ce que je crois. Parce que je crois aussi que Christian Bale, tu parlais des acteurs ensuite, avant, des acteurs classiques qui étaient généralistes, qu'on reconnaissait, c'est-à-dire que quand on allait voir un film avec Cary Grant, on allait voir un film avec Cary Grant, et quand on allait voir un film avec John Wayne, on allait voir un film avec John Wayne, et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment regarder des westerns avec John Wayne avant de se demander par qui ils sont faits. Eh bien, je crois que, au contraire de ces acteurs classiques et au contraire de ces néo-acteurs de l'acteur studio, Christian Bale n'est pas une star. Bien sûr, c'est une célébrité, c'est un acteur très connu, mais je ne crois pas qu'on aille voir des films parce qu'ils sont avec Christian Bale. En ce non, moment, c'est vrai. il y a le nouveau Mission Impossible au cinéma, on va voir des films avec Tom Cruise parce qu'il y a Tom Cruise. Christian Bale n'est pas une star. En Et fait, ça aussi, c'est il une refuse le anomalie. star system, en quelque sorte. Oui, tu peux nous en dire plus? Non, mais c'est pour venir agrémenter ce que tu dis. On le Bah voit, ouais, dans on le le jeu, voit c'est sûr que... mais pas que dans le jeu. J'ai pas l'impression non plus que ce soit quelqu'un qui soit très friand disons des petites sphères du cinéma. En tout cas, il est rarement mis. On voit rarement sur les réseaux sociaux des photos de Oui, lui oui. à certains Mais comme Cillian événements. Murphy, il a une réputation d'acteur assez insaisissable, avec une personnalité très forte, relativement éduqué. Euh, bon, d'ailleurs, Cillian Murphy est irlandais, lui est gallois, donc peut-être Ouais, une logique géographique là-dedans. je Euh, pense. ouais, j'extrapole peut-être un peu, mais en tout cas, c'est des acteurs qui ne viennent pas des États-Unis, même si Christian Bale est américain, il a la double nationalité, mais c'est un acteur gallois, on l'entend à son accent, qui disparaît totalement quand il joue des rôles de personnages américains, ce qui est éblouissant. Euh, mais en effet, ce n'est pas une star. Et pour le coup, des stars, il y en a même en France, hein. Gérard Depardieu est une star, Alain Delon était une star, Jean Gabin ou Lino Ventura étaient des stars, Louis de Funès est une star, dans leur pays certes, mais des stars. Et le Hollywood des stars ne s'est pas arrêté avec l'âge d'or des stars, puisqu'il a continué. De Niro était une star. Euh, on peut penser par exemple à quelqu'un comme aujourd'hui, comme Timothée Chalamet qui est en train de devenir une star. Et Christian Bale, non. Et moi, il me fait un peu penser, même si, bon, il y a une différence nette dans le choix des rôles, mais dans son talent, dans son effacement et dans sa marginalité, un acteur comme John Cazale. Je Ouais, c'est sais pas si intéressant. je sais pas si tu seras d'accord. Je dis pas qu'ils jouent de la même manière, hein. Si on devait faire une analyse technique de leur jeu, ce serait pas du tout la même chose. Mais c'est qu'ils jouent au milieu de stars qui ne sont pas du tout minorées à côté de ces stars et qu'ils ont une prestance, une énergie renfermée, souvent taciturne, qui est bien employée par des grands réalisateurs. Enfin, il faut le dire, Christian Bale, c'est Steven Spielberg avec Empire du Soleil, c'est Christopher Nolan
de nombreuses fois. C'est McKay pour Vice et pour The Big Short. C'est aide-moi. Alors Michael il a Mann. un rôle voilà, chez Michael Mann. Donc, quoi qu'on puisse en dire, qu'on l'aime ou pas, les grands réalisateurs du système hollywoodien semblent intéressés par ce qu'il est capable de produire. J'ai l'impression qu'il ne se trompe pas. Oui, je suis assez d'accord. Pour en revenir à son rôle de star, je sais pas trop si on peut. Je pense que c'est une star au sens où il est connu mondialement et il est quand même capable de porter un film à lui seul. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et je pense qu'il a fini par être identifié par le grand public. Mais je pense que là où ça devient intéressant, c'est vraiment que c'est ça, c'est qu'il il fonctionne pas comme une star traditionnelle. Donc malgré la reconnaissance mondiale, malgré le fait que je pense tout de même que son nom soit vendeur, c'est-à-dire qu'il suffit à attirer l'attention, même sur des projets non blockbusters. On l'a vu avec des films comme Hostile. Euh, en ce sens, c'est une star. Il a une présence dans l'imaginaire collectif qui est quand même assez importante. Son visage, son corps, son intensité dans ses rôles sont toutes devenues iconiques. Mais ouais, voilà, par contre, il fuit la médiatisation, il donne pas beaucoup d'interviews, il évite les talk shows, il n'a pas trop de présence publique continue, et il n'a pas de persona dans son jeu d'acteur. C'est-à-dire que c'est pas comme Tom Cruise, où Tom Cruise, on a la manière dont il court, on a ses mimiques, son rictus qui revient souvent. Euh, c'est, Encore une fois, c'est un acteur de l'effacement et qui peut même parfois user de l'anticharisme volontaire, un peu comme De Niro pouvait le faire. C'est-à-dire que De Niro, il savait très bien se rendre tour à tour un petit peu pathétique ou alors burlesque ou alors même des fois dégoûtant dans ses rôles. Avec une forme de retenue. Je trouve que De Niro, première partie de carrière, c'est quelqu'un qui n'en fait jamais trop. Euh, c'est un acteur qui, par exemple, plus qu'Al Pacino, qui lui pouvait un peu surjouer parfois, mais De Niro, c'était quelqu'un qui préférait être joué à fleur de peau. Et ça, Christian Bale, là aussi. Ouais, c'est vrai alors peut-être que Christian Bale est moins. Moi, je dirais qu'il est quand même un peu moins versatile qu'un Robert De Niro. Voilà, où Robert De Niro, c'est un de ses rares acteurs, même si il a des, disons qu'il y a des rôles qui lui vont mieux que d'autres ou qu'il est plus. C'est pas vraiment qu'il y a des rôles qui lui vont mieux que d'autres, c'est il a interprété plusieurs fois le même type de rôle, là où Christian Bale c'est un petit peu moins évident, quoique, mais il a quand même disons une palette de jeux très impressionnante de Niro. Pour moi, ça en fait, c'est un des arguments qui pourrait le porter au nu. Oui, alors il faut savoir qu'Étienne aime un petit peu Robert De Niro. Bah, c'est le plus grand acteur de tous les temps. Après, voilà, c'est un avis qui n'engage que moi, mais je pense que tout le monde devrait être d'accord. Ouais, bon, bah, je suis pas spécialement d'accord, mais je l'aime beaucoup et je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'analyse de son jeu et de sa variété, son range. Euh, mais moi, je suis pas d'accord quand tu dis que Bale peut porter un film tout seul. En tout cas, pas un blockbuster. Et c'est significatif qu'il puisse pas porter un blockbuster tout seul. Quand il tourne dans un blockbuster à succès, c'est Batman. Et nous l'avons dit dans notre podcast sur Nolan, que je vous invite à aller écouter. Euh, Deuxième épisode consacré à la trilogie Batman. C'est que c'est Christopher Nolan qui fait vendre, qui fait se réunir les foules, et le sujet Batman aussi. C'est-à-dire qu'un nouveau Batman, on pourrait mettre un peu n'importe qui dans le costume, on se demanderait ce que vaut le nouveau Batman. De fait, est-ce que aujourd'hui on peut construire une franchise autour de la figure de Christian Bale? Je crois pas. Est-ce que on peut mettre Christian Bale tout seul sur une affiche monstrueuse dans les grandes villes du monde occidental et dire ah, voilà, ou même pas qu'occidental, parce que maintenant la Chine est un marché énorme. Voilà le nouveau blockbuster avec Christian Bale. Je ne crois pas. Et à mon sens, c'est dû au fait, comme tu le dis, par contre là je suis complètement d'accord, qu'il a une persona très effacée, très peu marquée, très peu entretenue en tout cas. Ce qui pour moi fait sa force, c'est un acteur qui compose, contrairement à des acteurs qui composent très peu. Tom Cruise compose très peu. Euh,
alors on peut être très bon quand on compose peu. Delon était un acteur qui composait relativement peu et qui était très bon. On peut être très mauvais quand on compose beaucoup. Joaquin Phoenix est un acteur qui compose beaucoup et qui est souvent mauvais. Euh, Non, t'es pas d'accord. Ah si, si, moi je suis le premier à cracher sur Phoenix s'il le faut. Moi, Cracher, je sais pas, mais non, 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 mais faut quelques être un bons peu rôles, mais polémique des enfin. fois, quoi. Mais non, Ah non, bah mais c'est... disons que Après, l'Oscar dans Joker, si on oui, prend au c'est... sérieux les Oscars, ce qu'on ne fait plus, c'est C'est scandaleux. c'est une grosse erreur. Mais non, mais au-delà de ça, je pense, moi, le problème que j'ai avec Phoenix, c'est que c'est presque physique, quoi. Il me met mal à l'aise. Ouais, Mais bon, ça c'est peut-être une réussite de sa part, mais. non, mais même dans les rôles où il est pas censé me mettre mal à l'aise. Ou alors il a des rôles où il met tout le temps tout le monde mal à l'aise. Et auquel cas, je sais pas. Mais, euh, mais Bah, c'est, par disons que exemple, ouais, il y a dans une espèce de Napoléon, choix. Pardon, dans, vas-y, finis sur dans le Napoléon. Napoléon de Ridley Scott, pour moi, il passe totalement à côté de son film. Bon, peut-être dans Her, où il est relativement convaincant. Ça lui va bien le rôle de loser qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Oui, bah, dans le rôle de loser, Phoenix c'est quelqu'un qui a été bon finalement, là où il a été le meilleur, c'est, à mon avis, hein, chez James Gray, dans To Lover notamment. Ah, je l'ai pas vu. Et parce que on sent qu'il a pas autant de liberté pour jouer et pour chercher une performance. Il est obligé de s'intégrer au tissu du film. Ah. Pourquoi ah? Non, bah, peut-être que du coup, la meilleure manière de faire jouer Joaquin Phoenix, c'est de lui imposer des limites. Parce que ça, c'est Bah, quelque chose c'est d'être exigeant en fait. dont on n'a pas parlé aussi, c'est que disons, un des aspects de l'acteur studio qui a assez changé du coup la manière d'aborder le jeu d'acteur, c'est que ça c'était Elia Kazan qui le disait, c'est que les films étaient faits de concert entre le réalisateur et l'acteur et que c'était plus une collaboration qu'une direction. D'où le fait qu'on ait pu remarquer une recrudescence d'acteurs avec des égos démesurés par la suite. C'est que la place de l'acteur, son pouvoir décisionnel, son influence sur le film est devenue de plus en plus importante. Et ça, je trouve ça Ah, dans assez le cas de intéressant. Phoenix, dans le cas de Phoenix, c'est qu'il en arrive presque à effacer l'auteur du film. Ouais, c'est quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on sent on sent le persona, mais trop, parce que on peut sentir un persona, c'est pas si grave. Je veux dire, quand on voyait Humphrey Bogart jouer à l'époque, on sentait voilà que qu'il y avait un type de rôle qui lui convenait, que ce rôle-là revenait. En plus, il a beaucoup joué, donc ça aide. Mais par exemple, le meilleur exemple, ce sera Alain Delon, par exemple, qui est presque un visage avant d'être un acteur. Il utilise son visage comme un masque, en fait. Delon disait que les acteurs étaient là et qu'il y avait une sorte d'évidence de l'acteur par rapport aux comédiens, une forme de présence qu'on captait dès la présence physique. Donc forcément, ça renseigne beaucoup sur son jeu. Euh, Ouais, ça, mais c'est je quelque crois que chose Christian Bale, d'intéressant. c'est quelqu'un qui a besoin de travailler pour que son corps soit là. Oui, encore une fois, pour ne pas être dogmatique, moi, il n'y a pas d'acteur ou de méthode de jeu que je trouve. Ah, si, peut-être que je vais préférer, mais il n'y a pas une bonne manière de faire. On sait que, Ah, par c'est exemple, qui d'ailleurs? Cet acteur préféré? mon acteur préféré, Ouais, ou tes acteurs préférés, puisqu'on a compris qui tu portais au pinacle. bah, Robert De Niro, oui. Après, j'aime beaucoup Toshiro Mifune aussi, euh, qui est vraiment, tu sais, pour le coup, c'est le corps en mouvement qui va vraiment traverser l'écran. Mais ce que j'aime bien aussi chez cet acteur, c'est que on sait que qu'il était unique en son genre parce il était très intuitif. C'était un acteur qui, avant tout, avait un physique, mais qu'il avait une sorte d'instinct, d'interprétation, qu'il avait une présence dans le cadre, une intensité du regard, du mouvement, qui raconte quelque chose qui était absolument réjouissant. Kurosawa disait que c'était un acteur que les acteurs japonais en général avaient besoin de 10 pieds de pellicule pour faire passer une émotion. Mifune n'en avait besoin que de 3. Donc c'est assez évocateur, je trouve. Ouais, parce qu'en plus, les performances de Mifune, ce sont des festivals de masques, quoi. Il est capable de donner à son visage une telle expressivité. Vous voyez la scène dans Sanjuro où un duel de sabre finit sur une espèce de gerbe de sang extrêmement expressive.
c'est presque une métaphore de la capacité de jeu de Mifune. C'est constamment des éclats, constamment des tempêtes dans le visage, un sourcil froncé qui devient presque une lame. Il y a quelque chose de très pénétrant, très fort. Pour le coup, c'est un acteur qui sait surjouer. Et voilà. Oui, après ça c'est relatif à l'époque et au genre aussi. Voilà, c'est le Chambara, qui nécessitait des explosions. Mais on l'a aussi vu, pas sous-jouer, mais jouer plus de manière un petit peu plus minimale dans notamment les polars de Kurosawa. Tu parlais de Yonjimbo et Sanjuro, mais bon, il a aussi tourné dans Barberousse, dans lequel il prend un petit peu le contre-pied. Donc je dirais pas que c'est un acteur qui... il est versatile, mais que c'est pas celui qui a le spectre le plus large, même il a quand même un spectre... enfin, je le situe, voilà, quoi, dans un espèce d'entre-deux. Et ouais, voilà, donc c'est un acteur que j'aime beaucoup. Ouais, bah, bon, de mon côté, moi, je suis très partisan je crois que finalement, c'est un peu ce que tu aimes aussi, et d'une certaine manière, même si, par exemple, tu as une sensibilité au jeu d'Alain Delon qui est beaucoup plus forte que la mienne. Moi, c'est un acteur qui m'ennuie totalement. Mais je crois que toi comme moi, à part ça, nous apprécions des acteurs plutôt expressifs. Euh, Peut-être moins un peu plus que toi. Et moi, j'aime bien les acteurs que je dirais techniques. Par exemple, pour moi, les deux acteurs techniques par excellence, ce serait Johnny Depp dans un registre et Kenneth Branagh dans l'autre. Kenneth Branagh, qui est l'acteur que j'opposerais à Robert De Niro si on devait faire le concours du meilleur acteur de tous les temps, mais ça, c'est une question de sensibilité. Ouais, c'est C'est juste que que c'est un poseur, il veut montrer à quel point il est original. Ouais, non, mais c'est ça, parce que je suis très original, parce que comme j'aime beaucoup Branagh et que Branagh comme, se fait cracher dessus à longueur de journée, il faut rétablir un peu la vérité sur le génie de cet acteur, qui est capable de jouer Hamlet pendant 4 heures, en laissant une place énorme comment dire, au visage, au monologue, en aérant énormément sa scène, qui est capable au contraire de s'insérer dans un Frankenstein, qui est un film baroque et romantique à la fois, et qui derrière va jouer Poirot, avec encore une fois une palette qui est tout à fait nouvelle dans ce genre de rôle, mais bon. Mais ce sont des acteurs techniques, ce sont des acteurs dont on sent qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont une façon de poser la voix, de hausser le ton, de réciter, de jouer le rythme, une diction, un usage du visage qui est très fort. En plus, c'est des acteurs Depp comme Branagh, alors Depp de manière presque excessive, qui se prêtent bien à l'augmentation par le maquillage et par le costume. Depp, les rôles pour lesquels il est le plus célèbre. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a Donnie Brasco, où c'est pas du tout le cas, mais ce sont des rôles où il porte des costumes outranciers. Je pense à Édouard aux mains d'argent, je pense à Sleepy Hollow, où avec des loupes on grossit ses yeux. Je pense à évidemment Pirates des Caraïbes, où sa démarche et colle parfaitement au personnage, comment dire, vient renforcer l'accoutrement étrange de Jack Sparrow. Euh, et moi j'aime bien ces acteurs-là, les acteurs dont on sent qu'ils ont une technique. Et ce que j'aime le moins, je crois, que c'est les acteurs qui font semblant d'être polyvalents, d'être des acteurs qui composent, genre Joaquin Phoenix, mais qui n'ont aucune technique. Leur technique, c'est de crier fort, ou de pleurer beaucoup, de faire une grimace, ou de perdre du poids. Et alors, pour revenir à Christian Bale se range plutôt dans un entre-deux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin du travail sur son visage, sur son corps, comme nous le disions, mais c'est quelqu'un qui a une technique de jeu, au moins dans la voix, au moins dans la diction. Je trouve que dans la manière dont il fait jouer son corps, il n'a pas cette espèce de comment dire, de geste, De contorsion. voilà, de contorsion, de Il n'y a pas de laisser mime. aller en fait à ce niveau-là Bah, chez Christian Bale. voilà, il mime pas, c'est pas un acteur particulièrement burlesque, il n'y a rien de tentaculaire dans son jeu, contrairement à Johnny Depp. Donc c'est un acteur renfermé, mais c'est un acteur par contre qui, avec sa voix, son accent, sa manière de manger des mots, on le voit beaucoup par exemple dans Ford versus Ferrari, qui est un beau film et dans lequel il joue particulièrement bien, est capable de construire un personnage entier. Un personnage qui a vraiment une identité, un peu à la manière de Cillian Murphy. Je l'avais comparé à Cillian Murphy tout à l'heure. Cillian Murphy dans Oppenheimer,
on sent que Nolan va le chercher pour lui faire jouer le genre de rôle qu'il aurait pu confier à Christian Bale. Mais le registre n'étant pas le même, il va chercher Cillian Murphy, qui est sans doute plus âgé dans ses personnages, on va dire, comment dire, c'est un personnage un peu plus, heu, c'est un personnage de génie, un peu solaire, Oppenheimer. À la fin, ça change, mais alors que Bale aime jouer des gens qui sont tout de suite torturés. Hem, Oui, et puis je pense même pour des raisons purement physiques, quoi, au niveau des traits ouais, de ouais. visage, de la couleur. Enfin bon, après on Mais aurait pu. en tout cas, c'est des acteurs qui sonnent comme des évidences, enfin, dans la carrière de Nolan. Bon, voilà, donc ça, c'est à peu près nos styles de jeu. Après, je te rends la parole, pardon, j'ai beaucoup parlé. Mais je pense que toi, tu es un peu plus sensible, si je me trompe pas, à des acteurs qui sont capables justement d'avoir une persona forte. Mais et que comme moi, par contre, tu n'es pas très tolérant vis-à-vis de ceux qui font semblant de savoir jouer. Non, c'est vrai. Bah, après, moi, j'aime beaucoup Brad Pitt aussi. Moi, j'ai un petit côté, ça, c'est mon côté un petit peu, comment dire, le fait que c'est un petit peu mon côté de droite, quoi. Le fait que j'apporte beaucoup d'importance à la plastique aussi de l'acteur. Oh, je Enfin, sais on pas si peut. c'est de droite, enfin sinon je serais la gauche moi ce soir, mais Non, mais c'était pour, voilà, pour une petite note d'humour, mais dans le sens où, voilà, moi, Brad Pitt, j'aime les acteurs qui ont du torse, qui ont un visage qui occupe le cadre, qui, dès leur première arrivée dans un film, puisse voilà, directement attirer le regard, capter l'attention. J'aime le magnétisme chez les acteurs, qu'ils soient féminins ou masculins d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé on a pas du tout parlé d'actrice, c'est assez scandaleux, d'actrices ce mais soir. Et voilà, Bazar pourrait être taxé de misogynie, on pourra pas se défendre. N oh oh si. Non, non, mais bon, il faut dire que Christian Bale suscite des comparaisons avec des acteurs, heu et qu'en plus, je crois, que toute on va dire, toute blague mise à part, que le registre de jeu de Christian Bale, il n'existe presque pas chez les femmes actrices hollywoodiennes. Elles ont d'autres registres, hein, bien sûr, mais je vois pas d'équivalent à ce type de jeu. Par exemple, j'aime des actrices à la Johnny Depp, il y a Helena Bonham Carter qui aime bien, même si elle a quelque chose de beaucoup plus, par exemple, beaucoup plus rapide dans son jeu que Johnny Depp et beaucoup plus restreint du point de vue physique. Restreint, j'entends, elle est beaucoup plus repliée sur elle-même, recroquevillée presque, c'est assez intéressant. Et il y a des actrices comme Kate Winslet, elles, qui sont plutôt dans la lignée, on va dire, entre Kenneth Branagh et Leonardo DiCaprio, et c'est pour ça qu'elle s'est bien entendue avec les deux, je pense, et qui est une actrice rayonnante et magnifique, pour moi, mais des actrices à la Christian Bale, j'en vois pas. Peut-être Lauren Bacall, et encore, ça Ah, reste ouais, Lorraine Bacall, ça remonte trop loin. Charlize Theron, peut-être. c'est intéressant tu veux dire sur le côté, renfermé, faire sortir le personnage d'une espèce d'intériorité comme ça, Ouais, peu de glamour. C'est pas un personnage très glamour. non pas du tout, bah, Euh, voilà comme Bale, ça c'est sûr que c'est pas et un glamour. elle est beaucoup dans la retenue. Mais il y a une maîtrise émotionnelle, en tout cas, dans ses films aussi. C'est. Ouais. Moi, je pourrais. C'est celle qui me vient en tête, en tout cas. Et puis, on sait aussi qu'elle est très attachée à la préparation rigoureuse, obsessionnelle. Pour Mad Max Fury Road, elle avait suivi un entraînement de combat. Elle avait appris des chorégraphies complexes. Après, bon, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, hein. Oui, c'est une méthode de com presque, hein, maintenant, c'est Oui, c'est mais bon, ça. On enfin, c'est vrai dit, que chez ah, Charlize il a Theron, il perdu y a une son. authenticité, en tout cas, qu'on retrouve chez Bale, je trouve. Ouais, c'est c'est possible. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des acteurs face à la révolution numérique et par exemple à la capture. Bah, par exemple, voilà, ça pour moi, j'ai du mal à imaginer Christian Bale s'épanouir dans ce type de technologie. C'est vraiment un acteur qui a besoin de sa peau, qui a besoin de sa barbe, qui a besoin de sa bouche. Alors bien sûr, nous sommes plutôt des défenseurs de la première heure de la capture, même si peut-être qu'avec l'évolution, nous allons un peu changer d'avis, mais pour l'instant, nous sommes plutôt des défenseurs de ce genre de technologie et je pense que je peux parler aussi en ton nom en disant que nous croyons que les acteurs jouent quand ils sont pris en performance capture, autant que quand ils le sont
quand ils sont en prise de vue réelle. Par contre, Bale, pourquoi pas un rôle ou deux, hein, mais c'est vraiment un acteur qui serait amoindri, je crois, par une modélisation, par le changement de texture. Alors que il y en a qui sont vraiment très à l'aise là-dedans. Quand on les voit en capture, on sent que bon, c'est fait pour eux presque depuis le départ. Et je vais pas citer l'évidence Andy Serkis parce que lui, c'est presque plutôt une méthode à partir de ça. Mais quand on voit Zoé Saldana dans Avatar, une forme d'évidence, de splendeur dans son visage assez océanique comme ça. J'avais du mal à imaginer Christian Bale en Navy. Alors peut-être que je Non, suis un j'ai du peu mal à fermé l'imaginer d'esprit. aussi en suite, enfin en combinaison intégrale avec des capteurs sur la face. C'est vrai que c'est plutôt un... Voilà quoi, quand on sait qu'il a beaucoup tourné avec Nolan qui lui-même est pas trop un réalisateur de studio, je le vois mal devant un écran vert quoi. Ils l'ont bien fait avec Benedict Cumberbatch dans Le Hobbit et ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est vrai. Mais bon, Mais je suis d'accord, hein. il joue autre chose, enfin il joue un dragon quoi. Oui, oui, je souscris quand même à ce que tu dis, hein, dans l'ensemble. Et alors, bon, pour aller un peu plus vite, toi, si tu avais un rôle de Christian Bale qui te tient particulièrement à cœur. Bon, je vais pas être original, hein, mais c'est les Batman. C'est comme ça que je l'ai découvert. Là, c'est presque une question d'affect. Je sais pas, pour les auditeurs, vous avez compris qu'on aimait bien Nolan ou... Ah ouais, bah, Batman, il est très bon. Moi, j'aurais cité plutôt L'Empire du Soleil, moi. Ah oui, ouais. Ah, Ouah, c'est un tout petit film, L'Empire du Soleil. Il me provoque. Ah, mais Non, mais moi, c'est quelque chose de. Je l'avoue, hein, je suis assez désemparé devant le jeu d'acteur quand il s'agit d'un enfant. Euh, donc, en fait, je comprends, je peux voir si. Généralement, s'ils sont pris, c'est qu'ils jouent juste. Donc, on a rarement de mauvaises surprises avec les enfants, mais j'ai du mal à le juger comme je jugerais et de comprendre et d'être comme une espèce de. Je suis un peu désemparé en fait face au jeu d'un enfant. Euh, Même si, voilà quoi, on sent que Christian Bale dans l'Empire du Soleil déploie une gamme émotionnelle qui est impressionnante. Entre l'euphorie du début, la terreur, l'orgueil, l'abandon, puis à la fin on le voit beaucoup plus évolué, beaucoup plus assagi. Il y a vraiment une sorte d'endurance de l'interprétation dans le jeu, dans ce film-là. Mais en tout cas, j'ai plus du mal porter ce genre d'interprétation au nu. bah, pourtant, je trouve que dans Empire du Soleil, par exemple, au contraire d'un autre film de Spielberg où un acteur enfant est monstrueux, c'est E.T., où Henry Thomas en Elliot est fabuleux. Alors, il est un peu plus jeune, mais je trouve que dans Empire du Soleil, il y a une maturité dans le jeu de Christian Bale. Alors que chez Henry Thomas, c'est plutôt une question de spontanéité, de, de réalisme, de présence de l'enfance dans son corps. Dans le cadre d'Empire du Soleil et de Christian Bale, dans le cadre d'Empire du Soleil, pardon, Christian Bale est, à mon avis, déjà en train de jouer comme il jouera adulte. Ah Il n'a oui, pas tout à fait le même registre, très, pas tout très à fait le même ton, précoce. mais très précoce, Ouais. complètement. C'est parce que c'est un rôle de composition. Oui, Le rôle je le de sens quand Henry même plus Thomas. instinctif. Je sais pas trop. En fait, ouais, bon, c'est sûr que c'est pas le bon enfant acteur comme des fois on peut voir à l'écran. Et moi, des fois, ça me met mal à l'aise quand on sent que l'enfant joue. Bref. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie présence dramatique, en tout cas. Et c'est vrai que ça, en ce sens, ça annonce la densité de son jeu adulte. C'est Ouais, ouais, je suis d'accord sur la précocité. Donc on a Batman d'un côté et Spielberg de l'autre. Parce que Étienne, comme il le disait, aime les personnages très élégants, très charismatiques. Je crois que t'aimes beaucoup Tony Leung. T'aimais surtout Leslie Cheung, si je dis pas de Oui, bah les bêtises. deux, Tony Leung, Leslie Cheung, c'est des acteurs que j'aime bien. Pareil, assez discret et mélancolique finalement.
Oui, bah, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mélancolie, donc d'où le Il est fait que romantique. Robert De Niro arrive assez haut. Bah, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'aime beaucoup Al Pacino aussi, dans cette espèce de recherche d'émotions brutes, assez vraies. Donc lui, il a été formé par Strasberg, là où Robert De Niro a été formé par Stella Adler, pardon. Euh, mais ouais, et on sent aussi son héritage du théâtre de Broadway. On sait qu'il y revient souvent. Il y retourne parce que c'est là qu'il se reconnecte à le théâtre qu'il fait vivre. Il disait le théâtre me fait vivre, le cinéma me fait manger. Donc ça en dit long. Je l'aime bien dans ses rôles de personnage instable, borderline, un peu tragique, euh, qu'il interprète avec beaucoup de force. Mais donc on peut parler de surjeu, de cabotinage, ce qui peut être vrai. Mais pour moi, c'est toujours en quête de vérité. Et puis même dans ses excès, en fait, j'ai l'impression qu'il reste toujours précis. Ouais, ouais, j'ai du mal à parler d'Al Pacino, c'est un acteur, bon, j'ai vu beaucoup de films avec Al Pacino, mais c'est pas du tout un acteur qui me fait ni chaud ni froid, je le trouve plutôt très bon, et puis, mais bon, alors je vous rassure, nous ne regardons pas les films en faisant une compétition, mais vous voyez, il y a quand même toujours quelque chose d'un peu spontané entre Pacino et De Niro dans Heat. On choisit toujours un peu son camp. Et quand nous avons regardé Insomnia de Nolan, entre Robin Williams et Al Pacino, on choisit aussi son camp. Moi, je choisis plutôt le camp Robin Williams, et Étienne choisira plutôt le camp Al Pacino. Donc il y a toujours un peu cette démarche, parce que c'est presque orchestré par le réalisateur et par le film. Mais bon, comme tu le dis, il y a des acteurs qui ont beaucoup de prestance, une espèce d'élégance comme ça, et moi j'aime bien d'autres qui ont cette capacité à jouer justement dans un registre peut-être pas burlesque, mais comique, décalé. Je suis un grand admirateur de Johnny Depp, un grand admirateur de Branagh, un grand admirateur de Robin Williams. J'ai toujours préféré quelqu'un comme Gérard Depardieu à quelqu'un comme Alain Delon, parce que je trouve que Alain Delon échoue quand il essaie, comment dire, de faire rire à partir de sa propre persona, et c'est pas le cas pour moi de Gérard Depardieu. Tout ça, quand même, c'est assez important pour moi. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, aussi, je trouve que Frances McDormand dans Fargo, c'est Ah, il est génial, une incroyable. voilà, c'est une performance qui est capitale, et je suis plutôt de cette écurie-là que de celle d'une actrice comme Cate Blanchett. Où, voilà. Ça, c'est vraiment une actrice qui me pose problème, dont je n'apprécie pas l'espèce de grâce empruntée. Je suis finalement peut-être moins sensuel que toi dans mon rapport au corps de l'acteur, je pense. C'est possible. En tout cas, c'est ce qui a l'air de s'en dégager. Euh, Après, oui, c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'autres acteurs que j'aime bien, hein. On n'a pas parlé de. Moi, j'aime beaucoup Clint Eastwood aussi, euh, qui hérite, je pense d'ailleurs, un petit peu de Toshiro Mifune, parfois. C'est presque un Tsushiro Mifune, comment dire, pas inversé, mais assimilé. C'est-à-dire qu'il arrive à le dissoudre, ça, c'est encore plus laconique, encore plus silencieux, encore plus restreint comme palette. C'est presque volontaire. Oui, oui, oui. Mais il y a ce même rapport à l'acteur instinctif, mais en maîtrise totale, et qui peut parfois exploser dans la brutalité. On sent aussi voilà, le visage. Chez Clint Eastwood, il y a vraiment quelque chose. Ce qu'il fait avec sa bouche, avec ses yeux, la manière dont il fronce ses sourcils, dont il retrousse. Et on a l'impression qu'il retrousse son visage parfois. Euh, Ça se rapproche de ce que tu disais par rapport à Toshiro Mifune tout à l'heure. Euh, on n'a pas trop parlé non plus des acteurs un petit peu plus anciens. Moi, j'aime beaucoup. Bah, je sais que tu l'aimes beaucoup aussi, Clark Gable, euh, qui peut être dans le registre de la comédie. Il est super dans New York Miami. Euh, Très expressif, très drôle. Ouais, ouais, ben, je trouve quand même que il y avait un registre qui fonctionnait plus par tonalité
et de manière plus évidente dans l'époque, on va dire, l'âge d'or des stars hollywoodiennes. Gable, Cary Grant, étaient des acteurs qui étaient capables de jouer sur le registre burlesque, de jouer sur le registre dramatique, de jouer sur le registre tragique. C'était assez segmenté comme, comme manière de jouer, ce qui enlève rien à leur talent, mais c'était une persona d'acteur qui passait dans des registres et qui s'emparait de codes. Et il y avait quelques acteurs qui, eux, étaient un peu plus rebelles à ces codes-là. Pour moi, un Gary Cooper, c'est un acteur Ah oui, totalement. plus... Voilà, un acteur, voilà, on est d'accord, plus constant. Mais c'est certain, Qui... mais c'est même Gary Cooper, on disait de lui que c'était la méthode acteur studio avant même qu'elle arrive. Donc, Ouais, voilà, mais donc c'est ça, c'est que Gary Cooper, c'est presque le personnage avant le registre. Et d'autres, il y a quelque chose de... On a l'impression qu'ils jouent selon la scène, quoi. C'est vraiment des acteurs de scène. Je pense qu'il y a une espèce d'osmose. Quand on voit un Cary Grant chez Howard Hawks, il y a une osmose entre les deux, parce qu'on sent qu'ils jouent selon les besoins plastiques et rythmiques de la scène. C'est un acteur de tonalité, un acteur musical, en fait. oui, ça c'est certain. Et puis après, t'as John Wayne qui joue John Wayne tout le temps. Ouais, bon, ça c'est l'éternel problème de l'acteur, de certains acteurs. Mais justement, chez les femmes, je trouve qu'il y a moins d'actrices qui sont enfermées dans un registre maigre. Des John Wayne chez les femmes comprennent, je sais pas, comprennent les dernières femmes qui ont remporté des Oscars, comprennent Emma Stone, comprennent Jessica Chastain, comprennent Frances McDormand, qui a gagné des Oscars récemment, il y a dû avoir Meryl Streep. Ce sont toujours des actrices qui sont capables d'aller composer. Alors peut-être qu'il y a une petite misogynie, on ne sait pas, du système hollywoodien, où on accepte que les hommes soient présents en leur nom. Il faut toujours que les femmes, comment dire, se fondent dans un rôle. Mais en fait, c'est mieux. En tout cas, moi, on l'aura compris selon mon émotion de spectateur, je préfère quand le rôle est plus fort que l'acteur. Oui, pour moi, je suis assez d'accord. À part quand l'acteur est vraiment trop bon. Ouais, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, je suis en train de me rendre compte. mais, Non, mais mais c'est toujours délicat de parler des acteurs, hein, oui, franchement. mais justement, cet épisode, c'était une idée d'Hugo à la base. Mais c'est vrai qu'en fait, pourquoi les acteurs? Parce qu'avant de s'intéresser à un cinéaste ou à un genre, généralement, on s'attache aux acteurs. C'est tout le temps, au début, en tout cas, eux qui nous attirent dans une salle, ou en tout cas souvent, qui nous marquent dans une scène. Et voilà, c'était un peu l'occasion de parler de leur corps, de leur voix, de leur présence, qui sont en fait le rapport direct qu'on a au cinéma, en tout cas le rapport le plus direct. Euh, c'est vraiment la porte d'entrée dans les films finalement. Et parfois même ça peut être dans une cinéphilie. Moi je sais qu'en tout cas, quand je regardais mes premiers Scorsese, quand je regardais les premiers films, disons, voilà, le fameux chapitre 1, la page 1 du chapitre 1 de la cinéphilie, comme dirait l'autre, eh bien, c'était les acteurs qui retenaient mon attention, avant que ce soit les réalisateurs. Et puis de fil en aiguille, voilà, tout le monde connaît ce parcours-là, on commence petit à petit à regarder qui est derrière qui est derrière la caméra. Bah, finalement, moi, j'ai pas été très attaché à des acteurs au début. J'étais un fan de Will Smith, alors je saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais je pense encore qu'il y a quelques petits sommets dans sa carrière en dents de scie. Mais j'ai très vite, et c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais j'ai très vite d'abord préféré les réalisateurs. Mais pour moi, ça passe presque pas comme une faiblesse, mais finalement, je regrette un peu hein, de ne pas avoir été attaché d'abord à des visages, et c'est en train de venir. Euh, ça vient un peu tard. C'est venu avec beaucoup de cinéastes-acteurs. Ça a été le bon pont pour moi. Orson Welles, Mel Gibson, Kenneth Branagh. Voilà, ça a été un peu le pont. C'est marrant parce que Euh, Ouais, c'est vraiment dis-moi. pas, moi c'est vraiment le total inverse. Tu vois, les acteurs, les réalisateurs, ça m'a intéressé, mais très tardivement. Je saurais pas trop l'expliquer pourquoi en fait. En fait, je trouvais ça bizarre que quelqu'un fasse les deux. Finalement, c'est logique, hein, enfin, c'est logique, ça fait sens. Mais je me disais, c'est soit l'un, soit l'autre au final. Ouais, non, mais
J'entends, hein, parce que au cinéma, il y a quelque chose de très division du travail, quoi. Et, et quelqu'un Répartition comme. des tâches. Voilà. Mais qui existe finalement pas que dans le système des studios hollywoodiens, qui existe beaucoup en Europe, peut-être même presque plus en France et en Italie qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui passent derrière la caméra. Moi, j'ai l'impression qu'en France et en Italie, c'est un peu plus rare. Ça arrive évidemment, mais les grandes stars de l'acting en France et en Italie sont rarement connues pour être des bons réalisateurs, quoi. Et alors que aux États-Unis, ça arrive quand même assez fréquemment dans le système hollywoodien, peut-être parce qu'ils y ont une place, qu'ils sont un peu installés justement. Euh, mais voilà, parce que bon, on a parlé essentiellement des acteurs anglo-saxons. Alors, euh, je crois que c'est là-bas que s'illustrent le plus les grandes écoles d'acting, parce que en dehors, bah, on joue pas forcément selon des écoles d'acting. Alors, à part peut-être au Japon et en Chine, où il y a des traditions très anciennes. Bah, disons que, Euh, ouais, si, ouais. il y a des méthodes. Je sais que en France, il me semble qu'on a une méthode qui est héritée de Brecht. C'est l'acteur qui ne va pas s'effacer, mais qui montre qu'il joue. On a aussi des écoles, voilà, qui On a l'école sont. Bresson si on veut des acteurs de merde. Oups, bon, je voulais pas dire ça comme ça, mais oui, effectivement, il y a, en tout cas, il y a le sous-jeu en Europe fait légion. Je sais que chez Tarkovsky, c'est à peu près la même chose. Il aime prendre, ou encore pire chez Dumont. Chez Bruno Dumont, c'est on prend même pas des gens qui ne savent pas jouer, on savent des gens qui, même en essayant de bien faire, feront mal. Donc c'est un peu cette espèce Ouais, de conscientisation de l'acteur, de position un petit peu de commentaire. Voilà, c'est bah, naturalisme poussé à l'extrême. chez Bresson, c'est. Je veux dire, il n'y a qu'en France qu'on peut s'enorgueillir du fait d'avoir un modèle au lieu d'un acteur. C'est-à-dire, en fait, il faut presque être au courant de la théorie du film avant de voir le film. Euh, pour le coup, vous m'entendrez pas souvent parler de branlette intellectuelle, mais enfin là, c'en est. Et moi, ça m'insupporte. Après, c'est vrai que tu parlais ensuite de cinéastes comme Dumont qui, eux, quand même, essaient de faire jouer leurs acteurs. Là, pour le coup, moi, j'y suis pas sensible parce que je suis plutôt sensible au travail des acteurs professionnels. Euh, mais ça, c'est une question de sensibilité. J'entends en même temps la démarche de Dumont. Je la, comment dire, j'en suis pas un grand admirateur. Je n'en serai probablement jamais un admirateur. Mais c'est une démarche qui peut faire, qui a du sens dans l'esthétique du film. Pour moi, Bresson, on invente une esthétique à partir du fait qu'il a voulu en fait presque expérimenter, théoriser quelque chose. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Euh, que la vérité éclorait du non-jeu de ouais, bon l'acteur. voilà, théorie un peu farfelue. On peut à partir de ces espèces de délire, faire un peu tout et n'importe quoi. Là, je suis un peu agacé parce que, en fait, on s'en fiche et puis on passe pas du Bresson toute la journée partout, sur Netflix, à la télé. Mais ça m'ennuie qu'en Europe, on ait choisi comment dire, de s'émerveiller devant des projets de cinéma comme cela. Je demande pas spécialement ce qu'on souscrive au système des stars hollywoodiens. Je pense que dans le cinéma indépendant, chez Gus Van Sant par exemple, il y a eu de très belles performances d'acteurs. Je pense que, enfin, par exemple, River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, c'est un très bon acteur qui a fait des films indépendants. Moi, je suis de plus en plus attaché au jeu des acteurs britanniques. Je pense qu'il y a beaucoup de variations au Japon. Je pense qu'en Iran, il y a des choses très intéressantes. En Corée, enfin, c'est Bah oui, émerveillé devant tu Bresson, citais, quoi. Enfin, les films de Bresson. tu citais Ozu pour le jeu, en tout cas minimal, tu citais Ozu tout à l'heure. Moi, j'aimerais citer aussi Koreeda, qui a des acteurs vraiment ultra naturels et effacés. Vraiment des acteurs qui peuvent être banals, mais qui sont très beaux dans leur banalité. Donc c'est un jeu assez documentaire, un peu discret, un peu pudique, mais c'est voilà, c'est un peu le jeu à la japonaise, le sous-jeu japonais comme art du silence. Moi, je trouve ça très beau et souvent plus réussi qu'en tout cas en Europe. Euh,
Toi, tu parlais avant de Gus Van Sant. Bon, je sais que Paul Schrader est aussi un petit peu un adepte de du sous-jeu. On pourrait parler Ouais, de Jim voilà. Jarmusch. Moi, c'est Ouais, tout de suite des voilà. réalisateurs qui me parlent moins. Mais d'ailleurs, les acteurs du star system hollywoodien, Johnny Depp, Ethan Hawke, ont été capables d'aller jouer chez ces gens-là dans du cinéma indépendant, du cinéma réaliste, dans du cinéma plus, allez, j'oserais dire abstrait, même si c'est pas tout à fait le mot. Ceux qui ont vu par exemple Deadman de Jarmusch comprennent ce que je veux dire par abstrait. Robert Whittaker dans Ghost, dans Forest Whitaker, pardon, dans Ah, Ghost Dog. Ah là là, dans Ghost Dog de Jarmusch comprendront ce que je veux dire par un jeu abstrait, un jeu presque conceptuel, ou alors un jeu très réaliste, très cru, comme Ethan Hawke a pu en donner. C'est quand même la preuve qu'il y a un registre immense chez ces acteurs professionnels anglo-saxons. Et finalement, toi comme moi, nous sommes sensibles à ça. Toi, tu es sensible à une forme de sensualité de l'acteur, de corporéité, on va dire, intégrée, de persona. Et moi, plutôt à une forme d'énergie chaotique, de composition permanente. Et Bale est presque, comment dire, fait presque le lien entre ces deux formes-là. oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, ça fait une belle conclusion. Bon, ben voilà. Donc, réponse à la question, Christian Bale est-il le meilleur acteur du monde? Non, mais oui. En tout cas, c'est l'un des plus intéressants. Nous vous conseillons de regarder des films de Christian Bale, et enfin, avec Christian Bale plutôt, pardon. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié nous entendre parler, voilà, du jeu d'acteur, parce que c'est toujours difficile d'en parler, parce que finalement il y a peu de livres autour du jeu des acteurs, c'est souvent des biographies, c'est souvent des récits de tournage ou des mémoires. Et sans être des spécialistes des études actorales, quel cas, je vous l'ai dit, Michel Ciotat, Christian Viviani, Jacques Demange et d'autres, euh, eh bien, nous avons essayé d'aborder ça quand même, un peu de le prendre un peu à bras-le-corps à partir de cette question un peu provocante. Je sais pas, t'as apprécié l'expérience, Étienne? Oui, voilà, bah, juste encore une fois, avant de clôturer l'épisode, c'était aussi l'histoire de faire un format. Donc on sait pas trop encore le nom qu'on lui donnera à ce format-là. Bon, c'est pas très pro dit comme ça, mais peut-être Blabla ou quelque chose comme ça, ou Bazar Stalk. Mais dans l'idée, ce serait de faire des formats plus souples. Vous nous avez peut-être senti un peu moins préparés, ou peut-être pas, auquel cas ça nous ferait plaisir. Mais voilà, c'était l'idée de prendre des sujets comme ça un peu diverses et variés, qui pourraient concerner n'importe quel médium qui nous intéresse, et de le traiter de manière assez ouverte. Euh, voilà, comme l'a dit Hugo, l'acting, c'est pas quelque chose, en tout cas, c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps, mais moi, c'est pas quelque chose, euh, c'est pas un sujet sur lequel je suis très, très érudit, très informé, donc bon, je suis peut-être un petit peu parfois à peu près. Mais oui, c'était vraiment une histoire de parler d'un sujet qui est finalement très peu traité. Voilà, donc comme le disait Hugo, il n'y a pas énormément d'études actorales en France. De plus Et en plus quand généralement, même, voilà, on peut citer Jacqueline Nakache, enfin il y a des chercheurs, mais effectivement c'est quand même sous-représenté, je trouve. oui, tu t'en parleras beaucoup mieux que moi, mais c'était justement, j'ai un tout petit peu préparé l'épisode, j'ai écouté une vidéo euh, justement justement de Librairie Ombre Blanche, dans laquelle Jacques Desmanges présentait un livre qu'il a coécrit avec Christian Viviani et deux autres personnes, je me souviens plus de leur prénom, je suis désolé. En tout cas, sur l'Actor Studio, il disait qu'en fait, jusque dans les années 80-90, j'irais plus loin en me disant que encore aujourd'hui, le jeu d'acteur, dans une critique, est commenté de manière très lacunaire. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on appose un adjectif à côté de l'acteur. Ah, il a été impérial. Ah, il a été génial. Ah, il a été solaire. Ah, il a été magnétique. Mais on ne détaille jamais comme on pourrait détailler sur la mise en scène, sur la couleur, sur le régime des images, et ainsi de suite. Donc voilà, Alors, on parle pas de technique de jeu, ouais. c'est ça. C'est quelque chose qui est un peu plus réservé au théâtre, j'ai l'impression. Ah oui, parce que finalement le théâtre demande, alors à part dans des cas particuliers, plus d'expressivité, mais bon, ça c'est des sujets
qui demanderait de s'étendre. Pour les 2 noms, en fait, du livre dont tu parlais, il y a, Michel Ciotat et Christophe Damour. Voilà, comme ça, il y a une espèce d'exhaustivité dans nos références. Enfin, ce qu'on a fait là, finalement, c'est que nous avons parlé des acteurs, comme les spectateurs que nous sommes, voilà, avec nos sensibilités et vous l'avez vu, hein, parfois, des partis pris, parfois, de l'incertitude. Je n'aurais pas dit mieux. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très vite et continuez de regarder des films, de lire des livres et si ça vous plaît, d'écouter Bazar.